La colonie P, ça vient d'une nouvelle de Kafka qui s'appelle La colonie pénitentiaire, qui est une œuvre qui a influencé le projet pendant sa phase d'écriture. Et j'ai juste retiré le pénitentiaire, juste pour garder la lettre P, qui est aussi l'initiale en fait, du nom scientifique du blob, Physarum polycephalum. Et dans cette nouvelle, en fait, c'est une machine de mise à mort qui grave sur les condamnés la raison de leur condamnation jusqu'à ce qu'ils meurent. Et là, en fait, on a une machine qui, à la fois, assure la vie en nourrissant, en hydratant le blob, mais qui aussi le met à mort pour éviter soit qu'il grandisse trop, soit qu'une maladie qui va se déclarer à un moment sur le blob soit l'amputer, en fait, une partie malade et du coup le mettre à mort cette partie-là. Alors le blob, c'est un organisme unicellulaire qu'on trouve dans la nature. Donc c'est une seule cellule, mais composée de milliers ou de millions de noyaux, contrairement à nous qui sommes composés de milliards de cellules avec un seul noyau. Donc on le trouve principalement dans les sous-bois, dans des milieux ombragés et humides. Oui, je voulais travailler sur le vivant et le blob, ce qui m'intéressait, c'était que c'était un être qui n'avait pas de cerveau, pas de système nerveux, donc un organisme très simple, finalement un peu comme une plante, mais qui pouvait grandir, croître, se déplacer et atteindre une certaine taille en fait. Donc il y avait aussi cette couleur jaune qui m'intéressait, qui en faisait une sorte de matière qu'on pouvait travailler dans la manière dont on allait le nourrir, dans la manière dont on allait l'entretenir, qui allait déterminer sa forme. Et vu qu'il grandit et qu'il double de volume en 24 heures, ça permettait comme ça de créer des formes différentes tout au long de l'exposition en fait. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer en fait tous les gestes d'entretien, tout ce qui est nécessaire pour garder en vie un être vivant dans un milieu qui n'est pas son environnement naturel, qui est dans un environnement culturel. Et le coût technique qui est d'automatiser en fait cette gestion-là. En général, dans les expositions, les êtres vivants sont tout l'entretien que ça nécessite n'est jamais montré, c'est toujours en off. Il y a aussi ça, de montrer en fait cet entretien-là. Alors les mécanismes, il y en a 4 en tout. Il y a un mécanisme, donc le mécanisme central qui va assurer l'apport en nourriture et l'apport en eau. Donc ce qu'on lui donne à manger, c'est des flocons d'avoine, c'est sa nourriture préférée. C'est des comprimés qui sont déposés un à un autour de lui par c'est ce mécanisme central. La nourriture, elle est stockée dans des barilets qui sont sur les côtés. Donc dans chaque tube, il y a l'équivalent de son apport en nourriture pour une journée, donc environ 100 comprimés. Et puis il y a son apport en eau qui est assuré aussi par ce bras-là en bois. Et l'eau, elle est stockée dans les réservoirs de l'autre côté. Ensuite, il y a le mécanisme du bas qui, lui, sert à évacuer la partie malade du blob. Simplement parce qu'il va faire sa croissance à cheval sur les deux plateaux en nylon. Il va commencer sa croissance sur un plateau, puis on va lui mettre de la nourriture sur l'autre plateau qui est vierge. En 24 heures, il va coloniser à peu près l'équivalent il va doubler de taille et donc coloniser l'équivalent de la moitié du plateau sur lequel on met de la nourriture. Mais du coup, au bout de 24 heures, il commence à tomber malade et la partie du blob qui a 24 heures sur l'autre plateau va commencer à être infectée. Et pour éviter que l'infection se propage, on va retourner ce plateau-là, évacuer la partie malade, retourner le plateau, puis remettre de la nourriture. Et là, du coup, le blob va remigrer vers l'autre plateau. Alors l'accompagnement C2L3 Play, c'est dans le cadre d'un partenariat avec Numédiar, l'Institut Numédiar à Mons, qui a donc avec Loïc, qui a développé toute la partie analyse du blob. On s'est mis d'accord sur le cahier des charges, comme on dit, sur ce que Numédiar allait lui fournir au niveau des outils technologiques et globalement, on lui a développé, on lui a fourni. Et avec l'aide d'un développeur indépendant, il les a intégrés dans son installation. À un moment dans la discussion et la réflexion est venu le fait que, puisque c'est un être vivant qui a quand même une dimension aléatoire et qu'on n'a pas suffisamment de données sur lui, c'est assez difficile de vraiment utiliser le terme de prédire ce qu'il va faire. Et on a préféré prendre la direction de dire on va simuler ce qu'il pourrait faire,
Donc la simulation, comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle fonctionne plus comme des fourmis qui partent en recherche de nourriture sur ce plateau. Et en partant en recherche, en fait, elle dépose du blob, ce qui fournit du coup une simulation. Alors elle est venue de contraintes, notamment l'éclairage par exemple, je devais avoir ce blanc chaud. Pour le mécanisme en fait, au centre, il me fallait quelque chose qui se déplace sur 2 axes principalement, en long et en large. Mais pour des questions de résistance, c'était plus simple d'avoir ce mécanisme assez complexe mais qui m'intéressait parce qu'il évoque aussi une sorte de balance ou d'équilibre qui renvoie un peu à l'équilibre qu'on essaye de créer en maintenant le blob en vie, en l'empêchant de tomber malade et en le contraignant dans l'espace pour éviter qu'il se propage. Les plateaux aussi qui sont aussi enfin, il y a cette notion d'équilibre précaire qui est toujours présente. Du coup, il y avait cette structure aussi, je voulais éviter qu'il y ait une pollution lumineuse qui vienne du haut, donc d'avoir un toit qui le couvre un peu, qui le protège, des faces ouvertes pour que le spectateur puisse l'appréhender à la fois comme une sculpture puis un objet à l'intérieur de la structure. Et puis ces 2 plateaux en fait, qui viennent comme ça délimiter un espace entre la partie mécanisme du haut qui vient donner la vie et la partie du bas qui, elle, vient la retirer. Je voulais éviter d'avoir quelque chose qui fasse trop laboratoire scientifique, donc des petites boîtes comme ça. Je voulais vraiment quelque chose qui soit plus comme une matière qui se développe, mais en évitant ce côté très laboratoire. Et aussi, je voulais cette structure comme une sorte de sanctuaire avec cet autel au milieu sur lequel vient comme ça se créer un cycle de vie et de mort. Ce qui m'intéressait, c'était déjà de montrer une machine qui ne soit pas une machine de destruction, même s'il y a une partie qui détruit, mais une machine comme ça assez douce, qui est assez imposante, mais qui est aussi assez fragile, qui hésite un peu, qui n'est pas tout à fait efficace, et surtout qui prend soin d'un être vivant, c'est-à-dire qui essaye comme ça de le nourrir, sortir un peu de l'imaginaire de la machine un peu effrayante ou sortir de cet imaginaire-là. Et puis voilà, de montrer aussi l'absence aussi d'intervention humaine. Oui, j'aimerais bien faire la version 2 de ce projet-là, parce que je me suis rendu compte, vu que le temps était très, très, très court pour le faire, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas pu anticiper, que là, je m'en suis rendu compte, donc je vais continuer de travailler sur le blob, une version un peu différente, mais voilà, qui est en cours. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais continuer à travailler. Après, pas forcément faire une pratique répétitive, mais peut-être là au moins pour un projet, on va dire.